Bonjour à tous, Bonjour à tout le bonsoir, monde. bonsoir, bienvenue à tous. Je vois que nous avons 42 personnes déjà connectées. Donc, bienvenue dans ce webinaire adressé aux créateurs d'entreprise, jeunes créateurs d'entreprise ou futurs créateurs d'entreprise. Nous sommes présents aujourd'hui moi-même avec Hervé Chenmugam ici présent. Hervé qui est diplômé d'expertise comptable et directeur du pôle expertise au sein de Keobiz. Voilà, moi-même qui suis responsable des ventes au sein de Keobiz, nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est très intéressant et qui va toucher beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, qui va consister tout simplement à parler des aides auxquelles on peut prétendre, auxquelles nous avons le droit lorsque l'on crée son entreprise. Donc nous allons parler plus généralement de la création d'entreprise avec un focus sur les différentes aides. Alors, je vous propose qu'on attende quelques minutes que les derniers retardataires se connectent et que d'ici 2-3 minutes, nous puissions démarrer le webinaire. Très bien. Donc, on va déjà vous présenter le sommaire, l'agenda de ce webinaire, où, après, je passerai bien sûr la parole à Hervé, mais nous allons parler dans un premier temps du statut qu'il y a à choisir, de comment bien lancer son entreprise, quelles précautions il faut prendre, quelles aides éventuelles vous avez le droit en tant que créateur ou futur créateur d'entreprise, et éventuellement les subventions ou les financements auxquels vous pouvez prétendre. Ensuite, on passera à une session de questions-réponses. Et pendant qu'Hervé animera tout du long ce webinaire, je serai moi présent sur le chat et pourrai répondre à d'éventuelles questions au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour tout le monde, je vois que vous nous écrivez. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr, à les poser sur le chat. Je précise également, n'ayez crainte, ce webinaire est enregistré, il sera également rediffusé et repartagé. Et je vais vous partager également tout de suite mon adresse mail directe sur le chat afin que vous puissiez, si des questions persistent après ce webinaire, à me les poser directement par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vois que nous sommes maintenant déjà une cinquantaine, c'est parfait. Hervé, je te propose de te laisser la parole et de te laisser démarrer directement. Il est déjà presque 19h35. Comme on dit, les absents ont toujours tort, donc on rattrapera pour ceux qui rateront les premières minutes. Super. Merci beaucoup, Edouard. Enchanté tout le monde. Eh ben, on a l'agenda en face et on va commencer. Hop. Donc, passons au point numéro 1. Quel statut choisir? Donc, quand on se pose le questionnement du statut, donc de la forme juridique à prendre, il faut savoir pondérer entre les avantages et les inconvénients. À travers ce chapitre, je vais axer ça sur 3 formes juridiques qui sont la SAS, donc SAS SASU, SARL, EURL et la SCI aussi. Donc, concernant la SAS, donc SAS avec 2 associés ou SASU avec un seul associé, les avantages sont les suivants. Liberté des statuts. Donc, quand on parle de liberté des statuts, il faut savoir que le droit des sociétés encadre les créations de structures. La SASU ou la SAS permet d'avoir une certaine liberté sur les clauses statutaires, sur les articles lors de la création. Par exemple, l'un des gros avantages, c'est les clauses d'inaliénabilité des actions, d'accord, donc le droit de céder, ou les exclusions d'associés. Donc, avec la SAS, on est assez libre sur l'intégration et sur l'exclusion des associés. Premier point fort. Deuxième point fort, la facilité d'association. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas grevée par rapport à un intuitu personae, on le verra sur la partie SRL, mais c'est-à-dire qu'on peut prendre des nouveaux associés, peu importe leur qualité, donc, ou leur diplôme, ou leur lien avec l'historique de la société. Cette forme juridique, elle sert généralement dans les startups, par exemple, parce qu'on va vouloir intégrer de nouveaux associés, de nouveaux apporteurs de capital. Autre point avantageux, donc là on était sur la partie des droits des sociétés, là on va partir sur la partie du droit fiscal. Donc il y a une fiscalité des dividendes plus légère qu'en SARL. Je m'explique.
Sur les dividendes, il faut savoir que vous êtes taxé. Donc, vous avez votre résultat, vous payez votre impôt sur les sociétés, vous avez donc un résultat net d'IS et vous allez vouloir vous verser ça en dividende. Et bien, cette fiscalité dans la partie des SAS SASU est plus légère que dans les SARL. Elle est plafonnée au maximum à 30%. Donc, 17,2% de CSG et 12,8% d'impôt. C'est-à-dire que si je me verse 100 000 euros de dividendes bruts, et bien finalement, en net, en dividende net, j'aurai 70 000, il y aura 30 000 de taxes. Alors qu'en SARL, ça peut monter bien au-delà, quasiment 45%, parce que c'est considéré comme de la rémunération finalement. Et le point dernier, qui est l'aspect du droit social, donc les dirigeants d'entreprises en SAS-SASU ont le statut d'assimilés salariés. Donc il y a un point fort, pourquoi? Parce qu'on est finalement rattaché au régime général de la protection sociale, comme tout salarié existant, et à ce titre, on bénéficie d'une protection sociale qui est de droit commun. De même, on peut réaliser des fiches de paye, ce que la SARL ne permet pas, d'accord? Il n'y a pas de contrat de travail, bien évidemment. On ne pourra pas cotiser, hélas, au chômage, mais en termes de protection sociale, on est renforcé. Voilà les gros avantages de la SASU et SAS. Inconvénient, On a une toute oui. petite question, j'en profite puisqu'on est en plein dans le sujet. Bruno nous pose la question, bonsoir, pour le statut dirigeant salarié de la SAS, sommes-nous obligés de verser un salaire les premiers mois d'exploitation dans le cadre d'une création? Pas du tout. Vous n'êtes jamais obligé de vous verser un salaire via une fiche de paye en tant que dirigeant de SAS. Il n'y a aucune obligation de le faire. D'ailleurs, il faut savoir que le dirigeant ou les dirigeants sont les seules personnes qui peuvent travailler dans l'entreprise, aussi bien en SARL qu'en SAS, à titre gracieux, ce qu'on appelle une rémunération de gérance bénévole. Donc, il n'y a aucune obligation de se verser une rémunération. Et d'ailleurs, c'est peu recommandé, enfin en fonction du business, je m'entends. J'espère que Bruno, j'ai pu répondre à la question. Ah, il n'y a plus d'image ni de son. Tout est bon, vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend bien, oui. Parfait. Donc, inconvénient. Inconvénient. Cession de titre. Donc, je vous disais, c'était pas mal. La SASU a un avantage d'intégrer ou d'exclure des associés, mais il y a un inconvénient sur la cession de titre. Je m'explique. Quand vous êtes en SARL, vous avez le droit à un abattement forfaitaire de plein droit, sans demande, de 23 000 euros. C'est-à-dire que si moi, j'avais injecté pour un capital de 1 000 euros, et donc j'avais 1 euro l'action, 1000 actions, quand je vais les vendre, en SAS, je vais devoir payer des frais d'enregistrement. C'est 0,2, 0,5% du montant que je vais céder. Alors que dans les SARL, avec un abattement de 23 000 euros, bah finalement, si je cède moins de 23 000, je ne paye rien. Donc, ça, c'est un inconvénient. En fonction de la valeur de vos titres, vous aurez donc une partie sur les taxes. Pour Sophie, en EI, entreprise individuelle, alors, quand vous êtes à l'IS, entreprise individuelle qui opte à l'IS, point de détail, mais vous verrez très vite que j'aime les détails. On n'appelle plus l'entreprise individuelle, on appelle ça l'entrepreneur individuel. C'est une réforme de 2022. Mais qui peut opter donc à l'IS, qui peut se verser des dividendes et qui bénéficie pas des avantages de la SAS. Ça sera comme pour la SARL, c'est-à-dire quand je vais me verser des dividendes, on le verra sur la prochaine slide, il y a une taxation un peu spécifique. Dernier point inconvénient sur la SAS-SASU, l'aspect social du dirigeant, aspect salarié. Ben, oui, on a une meilleure protection sociale, par contre, on a un coût. On a un coût, pourquoi? Première chose, le dirigeant d'entreprise, qui est donc un mandataire social via une fiche de paye, ne bénéficie pas du chômage, comme je vous l'ai dit. Alors, vous me direz, ben, s'il ne bénéficie pas du chômage, il paiera moins de protection sociale. Oui et non. Parce qu'à côté de ça, il ne bénéficie pas de la réduction Fillon sur les bas salaires. C'est-à-dire, un dirigeant qui se verse un SMIC, d'accord, eh ben, il va coûter plus cher pour l'entreprise qu'un salarié lambda qui aura un SMIC. Parce que le salarié lambda qui aura un SMIC, qui aura un contrat de travail, lui bénéficiera des réductions Fillon qui vont au maximum, donc pour quelqu'un qui est au SMIC, à peu près à 400 euros. Donc, vous voyez, il y a un différentiel de 400 euros entre un dirigeant d'entreprise au SMIC et un salarié au SMIC. Voilà pour les inconvénients. On va passer sur la deuxième forme.
Hop, la SARL. Alors, la SARL, donc, ou avec un associé, une EURL ou une SARLU, donc une SARL unipersonnelle, comme avantage, donc contrôle sur l'intégration des associés. L'intuitu personae, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un peu en latin, c'est-à-dire que les associés qui intègrent une SARL doivent avoir un intérêt fort et un intérêt intrinsèque à la société. Donc, vous ne pouvez pas intégrer qui vous souhaitez, finalement. Possibilité de la SARL de famille et l'aspect IR. En effet, une SAS ou une SASU automatiquement sera à l'impôt sur les sociétés et par option pourra être à l'impôt sur le revenu pour une SASU ou une SAS. Par contre, en SARL, vous pouvez opter à l'impôt sur le revenu et donc de façon pleine et entière quand vous êtes sur une SARL de famille. Sinon, l'option n'est que de 5 ans. À l'inverse, l'EURL est par défaut à l'IR de manière pleine et intégrable et on optera à l'IS. Vous me direz, mais c'est quoi l'avantage? Finalement, si vous créez une société en SARL de famille ou en EURL, donc un seul associé de facto à l'IR, et que vous avez un foyer fiscal important, d'accord, et votre résultat, ça sera un revenu qui sera imposable sur votre impôt sur le revenu à vous. Et si vous avez un foyer fiscal important ou des réductions crédit d'impôt personnelles que vous avez sur votre impôt sur le revenu, finalement, vous allez effacer de l'impôt sur le revenu. Exemple, j'ai un revenu via une EURL à l'IR de, par exemple, 40 000 euros. Si j'ai 3 enfants avec ma femme ou mon mari, peu importe, j'aurai un nombre de parts fiscales importants qui viendront donc diminuer mon imposition. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Je vois, Edouard, s'il y a besoin, tu me sollicites. Surtout, tu me coupes. Oui, je réponds pour le moment. Ok, super. Cession de titre par social. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, l'avantage, c'est l'abattement de 23 000 euros sur la cession. Alors, quand je dis titre, donc n'oubliez pas, là, on parle de part sociale. Tout à l'heure, sur les SASU ou les SAS, on parle d'action. Donc, c'est un peu du jargon qui est un peu différent. Et le point essentiel aussi avec la SASU et SAS, donc dans la SARL, ce qui est différent, c'est l'aspect social du dirigeant qui est travailleur non salarié. Attention, travailleur non salarié, donc TNS, c'est sur le dirigeant lorsqu'il détient plus de 50% des parts sociales directement et qu'il est dirigeant, ou avec son foyer fiscal, il détient plus de 50% des parts sociales, ou l'ensemble des dirigeants dans la SRL détiennent plus de 50% des parts. Donc, quand vous êtes dans un des 3 cas, le dirigeant est travailleur non salarié. Et donc, c'est un avantage d'être travailleur non salarié parce que le coût de charge sociale est beaucoup moindre. Il est quasiment divisé par 2. C'est-à-dire qu'un président de SASU ou de SAS, lorsqu'il va se verser 2 000 euros net en fiche de paye, il va payer l'équivalent d'à peu près 1 800 euros de charge sociale. Donc, un coût global de 3 800. Par contre, un dirigeant, donc un gérant de SARL qui est TNS, lorsqu'il va se verser 2 000 euros net, il va payer l'équivalent de 45% de charge sociale. Donc, ça va lui coûter l'équivalent d'à peu près 900 euros de charge sociale. Donc, un coût de 2009. Donc, vous voyez, SASU, avec fiche de paye pour 2 000 euros net dans ma poche, le coût global est à 3 800. SARL, en tant que gérant, pour 2 000 euros net dans ma poche, le coût global va être à 2009. Donc, il y a quand même un impact en termes de coût. Bien évidemment, ce n'est pas gratuit. On paye moins de charges sociales et donc, on a une protection sociale beaucoup moindre. C'est l'un des inconvénients. On peut le gommer, cet inconvénient, en souscrivant à ce qu'on appelle des contrats dits Madelin, d'accord, en termes de protection sociale. En fait, ça vient renforcer la protection sociale du dirigeant à travers la retraite, la mutuelle, la santé, etc. Et le gros point inconvénient de la SARL ou de l'EURL, c'est le coût du dividende. Contrairement à la SASU, SAS qui subissent une taxation forfaitaire au maximum de 30%, en SARL ou en EURL, lorsque je vais vouloir me verser des dividendes, donc je suis à l'impôt sur les sociétés, donc je me verse des dividendes, je vais payer, alors, le calcul est un peu alambiqué, mais si vous voulez, je vais vous le simplifier. Il y a une taxation sur le montant égal à 10% du capital social. Donc, si vous avez un capital social très faible, c'est très, très faible la taxation sur cette partie-là.
Et le reste est soumis à 45% de charges sociales, comme une rémunération. Donc, vous comprenez pourquoi c'est un inconvénient. Dans une SAS-SASU, j'ai mon résultat, je paye mon IS, donc à hauteur de 15 à 25% au maximum, j'ai mon résultat net d'IS et je me verse des dividendes. Et donc, je suis taxé sur cela à 30%. Dans une SRL, EURL, quand je suis gérant, j'ai mon résultat, je paye de l'IS. Lorsque je vais me verser des dividendes, je vais devoir payer des cotisations sociales sur mes dividendes. Donc, généralement, on ne se verse pas de dividendes en SRL, on se verse une rémunération. Parce que finalement, on paye toujours des cotisations sociales sur ce qu'on va avoir, autant que ces charges apparaissent avant le calcul de l'IS pour pouvoir diminuer la facture de l'impôt sur les sociétés. Voilà pourquoi il n'y a pas ou très peu de versement de dividendes dans une SARL. Hop. Passons au point 3, donc, la SCI. Donc, la dernière forme juridique qu'on va aborder là, c'est la SCI, la société civile et immobilière. Pourquoi? Généralement, vous allez créer une SASU ou une SAS ou une SRL ou une SARLU ou une EURL avec un associé. Bon, c'est votre société d'exploitation. Mais à un moment donné, il va falloir développer votre patrimoine. Il va falloir peut-être passer de l'étape de je loue un bien. Alors, Nathalie, l'EI, l'entrepreneur individuel, n'est pas un statut d'entreprise parce que ce n'est pas une société. C'est réputé être transparent. Vous ne créez pas de statut à proprement dit. D'accord? C'est un CERFA. D'accord? Très simplement, un P0. D'ailleurs, ça se fait maintenant sur le guichet unique. Et donc, il n'y a pas de statut à proprement dit, malgré que grâce à l'entrepreneur individuel qui a été créé récemment, il y a quand même une frontière qui est assez poreuse, mais qui existe. Mais en effet, il n'y a pas de statut d'entreprise. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir des associés ou céder votre entreprise individuelle. Elle est grevée à vous. Je reprends sur la SCI. Donc, il va falloir passer de la location d'un bien à peut-être l'acheter. Et pourquoi on a mis en place la SCI? Parce que si votre société d'exploitation a des problèmes ou autres, on isole le bien immobilier dans une structure qui va détenir et qui va ne faire que ça, détenir ce bien immobilier. Donc, les avantages, c'est quoi? Faciliter l'obtention du crédit bancaire. Ah oui, parce que quand vous allez voir une banque et que vous voulez prendre un appartement, acheter un appartement pour du locatif, si vous êtes en personne physique vous-même, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions qu'une structure de type SCI. Donc, lever des emprunts bancaires est plus avantageux via une SCI. Deuxième chose, donc comme je vous disais, protection du patrimoine immobilier, c'est la SCI qui le possède. Si la société d'exploitation, donc la SAS-SASU ou le URL, SRL, est en berne et va peut-être être sur une liquidation, vous isolez ça via cette protection pour la partie immobilière. Choix de l'imposition. Donc, sur une SCI, vous pouvez opter à l'IR comme à l'IS. Et en fonction de cette option IR ou IS, vous allez avoir une stratégie de transmission patrimoniale. Si je suis à l'IR, à l'impôt sur le revenu, je vais essayer de générer et chercher à générer du déficit foncier pour impacter négativement mon impôt sur le revenu, ceux des associés, et pour faciliter une transmission donc, du bien via mes enfants ou concubinage. Si je suis sur l'IS, là, je vais plutôt rechercher une neutralisation de l'impôt sur les sociétés avec une volonté d'une transmission sur les titres plus tard. Et en termes de capital, l'avantage du capital, c'est que une SCI, il n'y a pas de capital minimum, c'est un D1 euro, et que si vous créez une SCI avec 200 euros, vous n'avez après qu'à mettre de votre poche en apport en compte courant d'associé, et donc vous n'êtes pas, entre guillemets, obligé d'avoir un capital important pour acheter un bien qui peut valoir entre 500 et 500, 600 000 euros, 800 000 euros. Le capital est une variable très annexe en SCI. D'ailleurs, vous verrez, un peu de SCI qui ont des gros capitaux. On a deux questions à l'envers. Alors la première, la dernière qui est arrivée de Rachida, mais à laquelle tu viens de répondre, non, le capital ne doit pas être important pour obtenir un prêt bancaire. Non. Et une très bonne question de Jean-Sébastien, si je souhaite acheter des locaux pour mon entreprise, il semble donc plus judicieux de créer une SCI pour cela. Est-il nécessaire de créer une holding pour l'ensemble ou pas du tout? Alors, Jean-Sébastien, ça dépend de votre démarrage. Donc, si vous n'avez strictement rien encore lancé, d'accord? Bon. Alors, en effet, à mon sens, il va falloir créer 3 types de structures, d'accord? La holding, dans un premier temps, donc avec une activité
d'holding, donc des détentions de titres. Dès que celle-ci est faite, on va créer la SCI, dont les associés, parce que dans une SCI, il faut 2 associés. C'est l'un des inconvénients. Et bien là, on va éluder cette problématique. Pourquoi? Parce que les 2 associés, ça sera premier associé la holding, détention à 99, enfin plus de 95%, et 5% détenus par vous en direct. Super, la SCI, on va la créer. À côté de ça, je vais créer ma société d'exploitation qui va, elle, générer tout ce qui est profit. Bon. Et qui sera aussi elle-même détenue à 100% pour le coup via la holding. Pourquoi créer cette structure-là? C'est surtout pour la facilité de cession. Lorsque vous allez vouloir, vous, céder votre entreprise ou faire circuler l'argent, bah, ça va pouvoir transiter grâce à ce qu'on appelle des conventions de trésorerie intra-groupe. Voilà pourquoi la structuration est plutôt dans ce calibre-là, avec bien évidemment des techniques de fiscalité un peu plus poussées, avec le régime Murphy, c'est-à-dire la remontée des dividendes non taxables entre les structures, donc ça c'est pas mal, ou le cas échéant, en fonction des structures, hein, ce qu'on appelle l'intégration fiscale, c'est-à-dire que je vais prendre le résultat de chaque structure, le réunir sur une structure holding et calculer l'IS. Exemple, ma structure d'exploitation fait un bénéfice de 100 000 euros. Donc, normalement, je vais être taxé à l'IS, j'enlève les 15% en taux réduit, je dis juste que c'est 25. Bon, 100 000 euros, je devrais payer 25 000. Oui, mais ma SCI, qui est à l'IS, fait un déficit de 50 000. Donc, si je n'avais pas créé ces structures-là, j'aurais fait quoi? J'aurais payé 25 000 euros d'impôt sur ma SSSU ou ma SARL, et ma SCI serait en perte et je ne paierais rien de plus. Voilà. Mais grâce à l'intégration fiscale, 100 moins 50, ça me fait un résultat global groupe de 50 000 et je vais payer 25% sur 50 000. Donc, vous voyez, l'articulation de la structuration au départ est quand même importante. Et quel statut idéal pour la holding dans ce cas? Ça dépend de votre rémunération finalement et votre volonté d'association derrière. Donc, comme je vous disais, si via la SAS-SASU, vous voulez plutôt vous rémunérer que par des dividendes, votre holding, ça sera plutôt une SAS-SASU parce qu'on va vouloir se rémunérer à travers ma holding par des dividendes. Si par contre, je cherche plutôt que de me rémunérer en rémunération pure, je serai plutôt sur ma SARL parce que le coût de cotisation sociale sera plus faible. Et bien évidemment, si je suis que associé unique, finalement, EURL ou SASU, le débat se repose sur comment vous voulez vous rémunérer in fine. Je passe au point 2, comment bien lancer son entreprise. Donc, en petite synthèse, SASU, SAS, donc des actions, plutôt dividendes, protection sociale renforcée via des fiches de paye, mais coûts sur la fiche de paye. SARL, EURL, ALIR, c'est une belle optimisation en fonction de mon foyer fiscal, plutôt rémunération du dirigeant, parce qu'on est faiblement taxé, on est taxé à quasiment divisé par 2, d'accord? Et je contrôle l'intégration des associés, parce que c'est très renforcé. Et la SCI, je veux mon bien immobilier, soit à travers du bien pro ou d'habitation pour développer les choses. Et donc, j'isole mon bien immobilier qui est complètement protégé et ça me permet d'avoir accès aux prêts bancaires plus facilement. Comment bien lancer mon entreprise? Donc, les charges admises. Déjà, il faut comprendre que créer une structure, créer une société. Alors, juste Simone, rémunération de gérance plutôt pour les SARL, EURL, parce que ce sont des gérants, d'accord? Et rémunération de présidence plutôt pour les SAS-SASU, parce que ce sont des présidents ou des directeurs généraux assimilés salariés. Voilà, c'est peut-être moi qui est mal. Et est-elle taxée? Alors, toute rémunération est taxée en France. Sauf qu'en fiche de paye, on est taxé à 80% du salaire net. Et quand on est plutôt sur une rémunération de gérance, donc SARL et URL, on est plutôt taxé à 45%. Voilà. Mélanie, je vois votre question. Édouard, si tu peux la noter, mais je reviendrai derrière. Charges admises. Donc, pour être déductible du résultat imposable d'une entreprise, les charges doivent être engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation, en lien avec l'objet social de l'entreprise, et dans l'objectif de développer son chiffre d'affaires, ce qui exclut les dépenses d'ordre personnel. Notez bien que cette slide-là, en fait, c'est pour, entre guillemets, que vous compreniez l'esprit du législateur. Pourquoi? Parce que créer une société, ça permet de déduire des charges. Finalement, ce n'est que l'intérêt. Sinon, on peut passer en auto-entreprise, on a du chiffre d'affaires, on a un petit forfait de déduction de charges, et puis voilà.
le fait de créer une structure, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir déduire le maximum de charges et ce qu'on appelle les charges admises. Donc, toujours l'intérêt de la structure, se rattacher à une gestion normale de l'entreprise, ne pas être excessive ni fictive et être comptabilisé en charge. Donc, c'est pour ça que vous avez une obligation de tenue de comptabilité. Ne pas être la contrepartie d'une immobilisation. Donc, une immobilisation, c'est j'achète un ordinateur, ben, cet ordinateur, ça ne va pas être une charge, ça va être une immobilisation et on va impacter le résultat via des amortissements. Voilà. Être effectivement acquitté et s'appuyer sur des pièces justificatives. Bon, ça c'est assez simple, c'est assez commun, mais il faut toujours avoir une facture au nom de la société et qu'elle soit payée pour qu'elle soit admise. Et ne pas être exclu du résultat fiscal. En fait, il faut savoir que tout est possible, mais la fiscalité, le code général des impôts, exclut pas mal des choses. Je m'exprime. Par exemple, je vais payer une amende. Bon, c'est une charge. Donc, comptablement, je vais l'enregistrer. La dépense est réelle, la charge est réelle. Bon, j'ai un véhicule, bien évidemment, mais fiscalement, ça ne comptera pas comme une charge. Généralement, ce qu'on dit, c'est que quand le comptable accepte, le fiscal peut refuser. Et l'aspect fiscal peut refuser certaines charges qui sont de plein droit. Il n'y a pas de problématique de les payer, mais elles ne tomberont pas dans la comptabilité en matière de calcul de résultats de l'IS. On les exclura. Hop, l'anticipation des échéances fiscales. Donc, juste sur cette slide-là, vraiment le point important, c'est de comprendre l'esprit. Parce que les gens me disent souvent, mais est-ce que j'ai le droit de passer ça comme charge? Est-ce que j'ai le droit de faire cela? Mais finalement, déjà, ça dépend de chaque structure, ça dépend de chaque business, d'accord? Et ça dépend finalement de la corrélation entre la charge et la création de chiffre d'affaires. Par exemple, tout récemment, on m'a dit, j'ai envie de faire un séminaire pour réunir mes clients, pour développer ma relation clientèle. Je me suis dit, pas de problématique. Par contre, à discuter avec le client, donc c'était là un prestataire de conseil, oui, il a de la clientèle, oui, il a pas mal de clients, mais tous ces clients sont en région parisienne. S'il crée un événement à Marseille et qu'il n'y a personne qui se déplace, comment peut-il l'expliquer? Vous voyez? Donc, il y a toute cette notion-là que quand je fais une dépense, il va falloir que je puisse la justifier et qu'elle soit cohérente avec mon exercice. Exemple, je veux faire un cadeau à un client, super. Je choisis, je vais lui acheter une Rolex à mon client. Bon, la Rolex coûte 10 000 euros. Super, pas de problématique. Mais si ce client génère un chiffre d'affaires de même pas 1 000 euros, quelle est la cohérence entre une dépense d'une Rolex en cadeau client de 10 000 et un chiffre d'affaires réalisé sur l'année de 1 000 euros? Vous voyez? Par contre, ce même client avec qui je travaille, je génère 1 million d'euros ou 500 000 euros de chiffre d'affaires, payer lui une Rolex, ce n'est pas une dépense qui sera exclue. Donc, c'est vraiment ces relations-là et cet esprit critique qu'il faut avoir lorsqu'on veut faire des dépenses. Et bien évidemment, à chaque doute, il faut poser la question à nos chefs de mission. Et là, ils vous accompagneront. C'est notre métier. L'anticipation des échéances fiscales, le point 2. La vie d'une société, elle est mouvementée d'échéances, ayant une certaine temporalité. Enfin, quand vous serez chef d'entreprise et que vous aurez votre société qui sera là, il va falloir à tout moment avoir ces deadlines en tête. Donc, la grande problématique, la première, alors juste un instant, je vais fermer la porte parce qu'il y a l'alarme qui se déclenche. Désolé, heure tardive. Alors, il va falloir donc anticiper les paiements de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, ou TS, ce que j'appellerais la taxe sur les salaires. Alors, pourquoi je le mets à côté? Parce que les sociétés n'étant pas soumises à la TVA, parce qu'elles sont exclues du champ fiscal de la TVA, exemple les assurances ou les formations continues professionnelles, elles ne payent pas de TVA, mais si elles ont une masse salariale, elles doivent payer une taxe qui s'appelle la taxe sur les salaires. Donc là, petit warning, si ma structure n'est pas soumise à la TVA, quelque part, il y aura une taxe qui compensera. Et gérer l'IS, l'impôt sur les sociétés, ou l'IR, l'impôt sur le revenu. Donc, l'impôt sur le revenu, c'est personnel. Ça veut dire que les sociétés qui sont à l'impôt sur le revenu, que vous compreniez bien, ma société a un résultat, je prends ce résultat et je vais le déclarer sur ma déclaration personnelle. Et c'est là que je vais payer de l'impôt sur le revenu, personnellement. Voilà. Et la CFE, cotisation foncière des entreprises, et la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Voilà. On va dire que ces grandes problématiques de taxes, ça gravite autour de ces 6 items. Et il y a donc des échéances. Donc, les TVA, elles peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Quand vous créez votre structure, d'accord,
vous pouvez opter sur le fait que la TVA soit mensuelle, trimestrielle ou annuelle. C'est vous qui choisissez. D'accord? Généralement, nous, lorsqu'on fait la création d'entreprise, dont je rappelle que nous offrons notre prestation sur la création d'entreprise, nous ne demandons aucun honoraire sur l'accompagnement à l'obtention du CABIS, donc la génération de tous les documents et le conseil qui s'y attache. Hein. Ce que je suis en train de vous dire là, on vous le dira aussi dans l'accompagnement. Eh ben, on va choisir, nous, de facto, pour aider les créateurs d'entreprise, le régime annuel. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais on va pouvoir aussi opter pour du mensuel ou du trimestriel. Exemple, quelqu'un qui crée sa structure, mais qui a beaucoup de dépenses à faire au départ. Par exemple, un transporteur autoroutier, enfin un transporteur de plus de 3 tonnes 5 ou moins 3 tonnes 5, va devoir acheter son camion dès le départ, va devoir faire une grosse sortie de trésorerie. On va plutôt opter, possiblement, avec discussion, hein, à le passer en mensuel ou en trimestriel ou en annuel, mais peut-être en mensuel pour pouvoir lui récupérer sa TVA déductible le plus tôt possible. Après, s'il va lui générer de façon régulière de la TVA payée, eh ben on va peut-être opter sur la TVA annuelle au départ pour pouvoir, entre guillemets, faire du business avec de la TVA. Si je dois la payer une fois par an, entre guillemets, eh ben, quand je la collecte, je vais la placer. Je vais bien la placer parce que c'est à l'État, mais je vais faire des petits avec via des intérêts. Donc voilà, au niveau de la TVA, voilà comment ça marche, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Si j'ai ma comptabilité au mois de janvier, je paierai la TVA pour une TVA mensuelle en février. Donc, ce que je paye en février, c'est ma TVA de janvier. Il y a toujours ce décalage-là. On attend que la période soit éteinte, entre guillemets, et on déclare par la suite. En matière d'IS et d'IR, il faut savoir qu'il y a des acomptes et un solde. Donc, pour l'IS, j'ai 4 acomptes dans l'année. Donc, mars, juin, septembre. D'ailleurs, ça tombe là, bientôt, 15 septembre. C'est le 15 de chaque mois, de chaque trimestre, entre guillemets, et le 15 décembre. Et à la fin de l'année suivante, je paye le solde. Vous voyez, donc l'organisation de la gestion des acomptes et du solde, eh ben, il va falloir aussi l'anticiper parce que la première année, comme vous l'avez compris, on ne fait payer les sociétés qu'après que la durée, enfin la période est éteinte. Si je crée ma structure en 2023, au 1er janvier 2023, je ne paierai de l'IS ou de la TVA si je suis en annuel qu'en 2024. Je ne paierai rien en 2023. C'est cette légende urbaine que les gens disent « Oui, mais la première année, je ne paie rien. » Oui, enfin non. La première année, vous allez payer ou pas. Mais si vous êtes redevable de l'IS ou de la TVA, vous allez payer, mais ça sera en 2024, l'année suivante. Si on fait des achats en Europe, la TVA est déductible ou perdue? Bonne question, Rachida. Alors, il faut savoir que ça dépend de votre structure et de votre activité. Si vous faites plutôt du dropshipping ou si vous faites tout ce qui est e-commerce, d'accord. Il y a eu une refonte du droit sur la TVA, sur la partie e-commerce en Europe. Alors, quand vous êtes une société, vous obtenez un numéro de TVA intracommunautaire. Et lorsque vous faites un achat dans l'Union européenne, vous devez fournir votre numéro intracommunautaire et à ce titre, le fournisseur allemand va vous facturer en hors taxe. Il ne mettra pas la TVA. Donc, en société, quand vous faites un achat dans l'Union européenne, vous donnez votre numéro de TVA intracommunautaire et votre fournisseur ne mettra pas la TVA allemande ni française. Vous allez acheter en hors taxe. Par contre, comptablement, et c'est pour ça qu'il faut être carré sur la TVA, on devra faire ce qu'on appelle l'auto-liquidation de la TVA. Et donc, on va constater pour l'achat, si vous faites un achat de 100 euros hors taxe, on va constater une TVA déductible de 20 euros et une TVA collectée de 20 euros. Pour vous, c'est neutre. Mais si ce n'est pas fait, eh ben, l'État vous demandera 20 euros, même s'il n'y avait pas de TVA sur votre facture. Donc là, c'est le régime commun. Je ne parle pas de tout ce qui est e-commerce, qui ont, eux, un corpus un peu plus spécifique avec le déclaratif de la TVA sur tout ce qui est e-commerce par rapport à tous les multiples plateformes qui existent. Parce que là, on est vraiment sur le fait de devoir déclarer dans des bureaux en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais ça peut être l'objet d'un prochain webinaire. Et la CFE-CVAE. Alors, dans le secteur du bâtiment, Rachida, si vous achetez dans l'Union européenne, il n'y a pas de TVA. Mais il vous faut le numéro de TVA intracommunautaire. Et dans le secteur du bâtiment, bonne question, vous êtes obligé d'être en TVA mensuel. C'est une obligation qui a été créée après avoir mis en place l'autoliquidation dans le bâtiment. Et pour le bâtiment, attention à 20%, à 10%, à 5,5% en fonction de vos prestations, entre guillemets, si vous êtes sur de la rénovation,
sur de la construction, si vous êtes sur de l'énergétique ou du senior. Enfin, il y a énormément de problématiques. En fait, la TVA, j'aime à vous dire que dans la comptabilité, c'est la fiscalité qui est le plus compliqué. Et surtout en matière de TVA, il y a une règle générale et il n'y a que des exceptions. Il n'y a que ça. Et en fonction de ce que vous allez dire et ce que vous faites et comment vous allez le payer, en plus à la date, eh ben, ça va générer une exigibilité ou pas de la TVA. Donc, toujours être clair, donner le maximum d'informations, communiquer, c'est 99% d'une tenue parfaite de la comptabilité et de la fiscalité. La CFE, cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe qui est calculée automatiquement par l'administration fiscale l'année suivante votre création d'entreprise. Je m'explique. Vous créez en 2023, vous ne payerez pas de CFE sur 2023. Vous allez en payer sur 2024 et elle va être calculée automatiquement. C'est entre guillemets, ce sont comme un peu la taxe foncière qu'on a, nous, en personnel, si on est propriétaire. C'est l'État qui la calcule. Et ça, le problème, c'est qu'on est compliqué de la prévoir. Donc, il va falloir anticiper cette sortie-là. La CVAE, elle va toucher uniquement les structures qui créent énormément de valeur ajoutée, d'accord, et qui dépassent certains seuils, plus de 3 000 euros au titre d'une année. Alors, il faut savoir que la CVAE va être supprimée. Alors, elle devait être supprimée là. Enfin, Monsieur le maire, le ministre de l'économie, avait demandé la suppression. Elle va être supprimée plutôt le 1er janvier 2025, je crois, de mémoire. Il a retardé d'1 an. Enfin, c'est en cours de discussion, soit 1er janvier 2024, soit 1er janvier 2025. Et Simone, comment gère-t-on la commission de Uber en tant que VTC? C'est une très bonne question. C'est très simple. La commission d'Uber, donc la prestation d'Uber est une prestation intracommunautaire, donc elle ne subit pas de TVA, il n'y a pas de TVA déductible, mais il y a une auto-liquidation de la TVA sur leur prestation. Et votre chiffre d'affaires que vous générez, c'est une TVA à 10%. Toutefois, l'erreur qui se passe et qu'on voit généralement quand vous êtes en auto-entreprise, c'est que si vous recevez d'Uber 1 000 euros, vous allez déclarer 1 000, mais ce n'est pas votre chiffre d'affaires. Il faut reconstater les comme avant. Donc, en société, on décloisonne l'auto-liquidation de la TVA qui est neutre, mais qui doit être déclarée, et le chiffre d'affaires qui est soumis à 10%. Édouard, pardon, tu voulais me poser une question? Non, c'était celle-là. J'avais un tout petit doute sur l'application de la TVA sur Uber, mais comme il me semblait bien, Uber émet une facture qui ne vient pas de France. C'est ça. Donc, Voilà. attention à ce système-là. Prenez toujours en compte que le système d'intermédiation, d'accord? Donc, d'intermédiation, c'est les plateformes. Donc, on a Uber dans le domaine du transport, mais on peut avoir aussi Uber Eats dans le domaine de l'alimentation. On peut avoir d'autres plateformes de mise en relation, d'accord? Les plateformes de mise en relation, leur prestation, c'est de la mise en relation. Donc, en fonction du lieu de facturation de la structure, il y a de la TVA ou pas, ou de l'autoliquidation ou pas. Mais n'oubliez jamais que la TVA collectée découle de votre chiffre d'affaires réalisé et non celui que vous allez recevoir. D'accord? C'est toujours ce que je réalise comme chiffre d'affaires qui est taxé à la TVA. Malgré qu'on me retire une partie de commission, oui, mais la commission, c'est une charge. Donc, ça n'a rien à voir avec le calcul de la TVA collectée. Avoir des acomptes. Alors, le conseil que je vous recommande sur l'anticipation des échéances fiscales, c'est avoir des comptes bancaires dédiés pour mieux piloter la trésorerie dans les premières années. Exemple, je facture 1 200 euros de prestations de services, par exemple. Donc, 1 000 euros hors taxe et 200 euros de TVA collectée. Les 1 000 euros, c'est pour ma structure. Les 200 euros que je vais recevoir, c'est pour l'État. Donc, mon client va me faire un virement de 1 200. Super, ça atterrit sur mon compte bancaire. Je vais faire un virement de ce compte bancaire A vers un compte bancaire B, qui appartient toujours à la structure, et je vais verser les 200 euros. Ces 200 euros-là, c'est la TVA collectée. Je vais bien les isoler. Je sais que ce n'est pas à moi, c'est à l'État. Et je vais devoir les verser plus tard. Donc, en isolant toute cette TVA collectée à côté, vous ne serez jamais en défaut de paiement de la TVA. Et n'oubliez pas une chose, la TVA, c'est sacré pour l'État. C'est vraiment très sacré. Elle cherchera toujours à récupérer la TVA. Exemple, pour une anecdote, quelqu'un qui a par exemple un commerce, qui a encaissé peut-être 10 000 euros dans la journée et qui se fait, entre guillemets, braquer, par exemple, et qu'on lui vole sa caisse, il est toujours redevable de la TVA sur les 10 000 euros encaissés, même s'il s'est fait voler. Tu me corriges si je me trompe, Hervé, mais cela relève du pénal, une fraude à la TVA, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. C'est du vol. C'est du vol. C'est du vol de l'État parce que la TVA ne vous a jamais appartenu. Elle appartient à l'État. Vous êtes, en tant que société, vous êtes collecteur d'impôts.
Donc, ne pas s'acquitter de la TVA ou frauder la TVA, c'est en effet du pénal en soi. Et c'est sacré pour l'État. Passons au point 3. Quelles aides pour les créateurs d'entreprises? Donc, l'ACRE, l'ARE, l'ARS. Donc, il faut correspondre à plusieurs critères. Donc, une privation involontaire d'emploi, d'accord? Donc, ce n'est pas une démission. Être inscrit à Pôle emploi. Et d'ailleurs, il s'appellera France Travail en 2024, Pôle emploi. Bon, voilà. C'est passé des ACDIC à Pôle emploi et du Pôle emploi à France Travail. Et vous pouvez donc cumuler l'ACRE avec l'ARE ou l'ARS. Alors, l'ACRE, c'est quoi? C'est l'obtention. Alors, elle n'est pas automatique, hein, donc il faut la demander en tant que micro-entrepreneur, mais par contre, en tant que société, c'est automatique. Donc, quand vous créez une structure, une société, vous n'avez pas besoin de faire de demande pour obtenir l'ACRE. Il faut juste correspondre aux critères. Donc, les critères, ils sont les suivants. Je n'ai pas bénéficié de l'ACRE dans les 3 dernières années et je suis inscrit sur les bases du Pôle emploi. Bon. L'avantage de l'ACRE, c'est une exonération temporaire. Donc, exonération, on enlève des choses. Temporaire, sur une période entre 1 et 2 ans. Partielle de charges sociales. Pourquoi partielle? Parce que ça ne va pas effacer toutes les charges sociales. Ça va en faire une partie, une grande partie va disparaître. Si, par exemple, quand je vous disais qu'en EURL, SRL, on avait à peu près 45% de charges sociales, eh ben, ça va les baisser quasiment à 10%. La CSG CRDS restera toujours. Et pour un dirigeant d'entreprise qui est en SASU SAS, un président, bah lui, sur sa fiche de paye, au lieu d'être à 80%, il sera plutôt aux alentours de 40%. Donc, l'ACRE n'est pas disponible pour les dispositifs démissionnaires. Bah, si vous êtes démissionnaire, vous n'êtes pas rattaché encore au Pôle emploi. Après, si vous êtes démissionnaire pour suivi de conjoint, c'est un motif légitime. Mais la privation, il faut être dans une privation involontaire d'emploi. Et est obligatoire l'inscription à Pôle emploi pour l'ACRE? Alors oui, c'est vis-à-vis. Oui, tout à fait. Alors, limite pour l'ACRE par rapport au montant du salaire du dirigeant. Alors, juste, oui, c'est obligatoire d'être attaché au Pôle emploi, sinon vous ne bénéficierez pas de l'ACRE. Et limite pour l'ACRE par rapport au montant du salaire du dirigeant. Alors, c'est une bonne question, Christophe. C'est exonération temporaire et partielle de charges sociales, mais en fonction de la rémunération que vous aurez. Si vous explosez les plafonds, l'ACRE ne marche pas. Sous-entendu, c'est vraiment sur des salaires. Je crois qu'on est à 2,5 fois le SMIC maximum. Et après ça, l'ACRE disparaît. Et en fonction de votre rémunération, plus elle s'élève. Alors, ce n'est pas j'ai l'ACRE et après ça disparaît. Hein, c'est graduellement, l'ACRE va s'effacer. Peut-on bénéficier de l'ACRE au bout d'un an d'activité? Bruno, je n'ai pas compris. Au bout d'un an d'activité de quoi? De salarié? Ah, parfait, merci. Bon, après, pour l'ACRE, on pourra creuser, on pourra définir la chose. Donc, oui, au bout d'un an, il y a 6 mois. Dès que vous faites plus de 6 mois, j'ai mis des liens. Hein. J'ai mis des liens qu'on partagera avec grand plaisir sur la chose. Alors, hop. Combien de temps faut être inscrit au Pôle emploi pour l'ACRE? 6 mois. Après 6 mois d'inscription, enfin, dès que vous avez travaillé plus de 6 mois, vous pouvez vous enregistrer après au Pôle emploi et donc bénéficier de l'ACRE dans la foulée. Mais par contre, il ne faut pas l'avoir obtenu dans les 3 dernières années. C'est surtout ça. L'ARE. Donc, l'ARE, c'est, voilà, j'ai droit à des indemnités Pôle emploi parce que j'étais salarié et donc je suis inscrit au Pôle emploi et donc j'ai des indemnités. L'ARE, c'est j'ai le droit de créer ma structure et malgré que j'ai créé ma structure, malgré que je vais y travailler dans ma structure, je vais percevoir mes indemnités Pôle emploi. Attention, parfois, par contre, si je me rémunère dans ma structure, j'ai donc un revenu. Chaque mois, je dois déclarer au Pôle emploi si j'ai des revenus et en fonction du montant des revenus que je me verserai, bah mes indemnités Pôle emploi vont diminuer. C'est bien pour cela qu'un créateur d'entreprise qui a l'ARE, hein, qui a donc le maintien de ses droits, d'accord, et ben, lors des premières années, ne va pas se rémunérer. Alors, vous me direz, mais si j'ai l'ACRE, à quoi ça me sert? Bah, finalement, en fait, quand j'ai l'ACRE et que je demande l'ARE, bah, l'ACRE ne sert pas à grand-chose. Parce que finalement, si je me verse un salaire, même si je baisse en termes de cotisation sociale, je vais perdre en tant que d'indemnité Pôle emploi. L'ACRE servira par contre dans ce cas-là, donc j'ai l'ACRE, mais j'ai l'ARE, plutôt pour les gérants d'entreprise, donc EURL, SRL, parce que en tant que gérant, dans les travailleurs non salariés, même si vous ne versez pas de rémunération, vous avez un montant de cotisation minimum.
Ce qui n'est pas le cas des présidents des CSSU qui ne se versent pas de rémunération, donc ne payent pas de cotisation sociale. Et donc là, l'ACRE sera pas mal. Pour les gérants TNS ne se versant pas de salaire, l'ACRE a un intérêt. Voilà pour l'ARE, c'est le maintien des droits. Et donc, généralement, le mécanisme qu'on peut recommander, c'est je crée ma SASU, parce que j'ai l'ARE, je crée ma SASU, je touche mon ARE pendant 12 à 24 mois, et lorsque j'ai terminé mon ARE, ma SASU, je me verse les dividendes, et je peux faire possiblement, en fonction des cas, et ça c'est toujours entre ce qu'on prévoit et dans 2 ans, il y a la vie qui passe, mais quand ça se dégoupille assez bien, on fait une transformation de société d'une SASU, par exemple, en EURL, pour aller rechercher la baisse des cotisations sociales. Donc, il y a pas mal de montage dans tous les cas. Et le dernier point, c'est l'ARCE, l'ARCE. Moi, j'appelle ça le deal du Pôle emploi. Le deal du Pôle emploi, il est le suivant. Normalement, je dois te verser X mois d'indemnité Pôle emploi, entre 12 et 24 mois. Bon, partons sur le principe que l'indemnité, c'était à peu près 1 000 euros. Donc, 1 000 euros d'indemnité chaque mois, sur 24 mois, je dois te verser normalement 24 000 euros sur une période de 2 ans. L'ARCE, ça va être quoi? Ça va être un deal. Ça veut dire, j'accepte d'être supprimé des bases du Pôle emploi. Par contre, en compensation, je vais récupérer 60% de cette indemnité globale. Donc, sur les 24 000, je vais récupérer l'équivalent de 14 400 euros. Ces 14 400 euros, la moitié des 14 400 euros va être versée tout de suite. C'est-à-dire que vous allez voir le conseiller Pôle emploi, vous lui dites, moi, je veux faire l'ARCE. Dans la semaine, voire dans les 2 semaines maximum, vous allez recevoir 7 200 euros. Et l'autre moitié va vous être versée après délivrance du CABIS. Donc, vous allez pouvoir avoir tout de suite 14 400 euros. Par contre, vous ne toucherez plus rien. Donc, vous abandonnez 40%, mais vous obtenez 14 400. Généralement, les gens qui font l'ARCE, c'est des gens qui ont soit un besoin de trésorerie fort pour lancer leur activité, donc ils ont besoin d'argent frais, liquide tout de suite, donc c'est une technique de financement, bien évidemment, ou ceux qui savent qu'ils vont avoir de fortes rémunérations. Et donc finalement, si je vais me rémunérer 2 à 3 000 euros ou 4 000 euros, en fait, mon ARE va disparaître parce que je vais exploser les plafonds. Donc, je préfère tout de suite récupérer le maximum, 14 400, et me rémunérer, et je n'ai de compte à rendre au Pôle emploi chaque mois. Je n'ai aucun compte à rendre au Pôle emploi. Pardon. Non, rien à voir. En fait, Mélanie, le seul lien entre dividendes et capital, c'est les EURL et CRL, et c'est en fonction de mon capital où j'aurai une taxation spécifique. Donc, si mon capital est très faible, cette taxation spécifique, la base de calcul sera très faible. Et si j'ai un gros capital social, la taxation spécifique sera sur une partie plus importante. Alors, Nils, je ne sais pas s'il nous manque une partie de la question. Je ne sais pas si Hervé, tu vois peut-être la fin de la question. Laquelle? Et là, pour les conseils ont pris fin mais je n'ai pas la suite. Pardon? Je ne sais pas si tu vois la question de Nils. Il nous manque la fin de la question, je pense. Et l'ARCE pour les contrats ayant pris fin en début 2023. Ah, je ne vois pas la. Je ne vois pas le début non plus. L'ARCE, là. Bon. Ah, Nils va nous faire un complément. Alors, pour l'ARCE, comme je notais, lorsque votre contrat de travail a pris fin à partir du 1er juillet 2023, c'est 60%. Et avant ça, c'était 45%. On est bien d'accord avec que la loi Madelin ne concerne que les TNS. Alors, en effet, si quelqu'un vous vend, si vous êtes en SASU SAS et quelqu'un essaye de vous vendre du Madelin, c'est un attrape-tigo, parce que ça ne concerne que les travailleurs non salariés. Mais on ne peut pas en vouloir aux assureurs. Ils ont un peu de mal sur la technicité de la chose. Alors, est-ce que vous avez le droit à l'ARCE? Alors, tout ce qui est ARCE ou ARE, d'accord, si vous avez des droits Pôle emploi, vous pouvez solliciter votre conseiller Pôle emploi et malgré que vous soyez déjà créateur d'entreprise, vous avez déjà créé votre société, sur le reste de vos aides, de vos allocations Pôle emploi, vous pouvez demander l'ARCE, en effet. Mais ça, c'est vraiment une discussion avec chaque conseiller Pôle emploi, parce que chaque Pôle emploi a un peu sa façon de faire.
Voilà. Quelles aides pour le créateur d'entreprise? Donc, le RSA, prime d'activité. Donc, la prime d'activité remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. Les travailleurs non salariés, donc les TNS de secteur agricole ou non agricole de plus de 18 ans, peuvent en bénéficier sous certaines conditions. La demande de prime d'activité se fait via un téléservice auprès de la CAF ou de la MSA. Pour info, le montant forfaitaire, aujourd'hui, il est de 595,25. Donc, pour ceux qui n'auraient pas d'allocation chômage ou autre, en effet, en tant que créateur d'entreprise, vous continuerez de bénéficier du RSA si vous n'avez pas de revenus qui vous en exemptent. Et les aides fiscales, quid? Eh bien, l'administration fiscale est là aussi pour soutenir les créateurs d'entreprise. Je sais qu'on n'y croit pas, mais si, vraiment, il y a vraiment un corpus fiscal. En fait, dites-vous que la fiscalité est beaucoup plus douce et incitative pour les créateurs d'entreprises que pour les structures qui sont des grosses PME. Pourquoi? Premièrement, l'administration fiscale a mis en place des réductions d'impôts sur le revenu. Donc, il existe une réduction d'impôt IR-PME. Cette réduction, si je mets 10 000 euros de capital et que je satisfais à plusieurs conditions, bien évidemment, je vais pouvoir avoir un crédit d'impôt, enfin une réduction d'impôt sur mon impôt sur le personnel quand j'en ferai la demande. Donc, pour tous les créateurs d'entreprise, sachez qu'en fonction de ce que vous allez investir dans le capital et en fonction de conditions que vous satisferez, par exemple, il faut que je crée une structure dans le droit commercial, il faut que j'ai à employer 2 salariés dans un objectif de 2 ans. Enfin, on peut faire le listing, je ne vais pas faire tout le listing, mais si je satisfais à ces conditions, tout de suite, après la création de ma structure, je vais pouvoir demander cette réduction d'impôt. La problématique, c'est que ces conditions, c'est sur 2 ans qu'il faut les satisfaire. Donc, si je n'arrive pas à satisfaire aux conditions dans les 2 ans, 2 ans plus tard, il va falloir rendre cette réduction d'impôt. Voilà. Alors, Jean-Sébastien, je vais aborder après tout ce qui est subvention, prêt d'honneur ou autre. Mais si la question reste, n'hésitez pas à m'alerter dessus. Je continue. Donc, on a aussi des réductions sur les frais de comptabilité ou les formations. Par exemple, un dirigeant d'entreprise qui va faire une formation pour lui-même, en anglais, en Excel ou autre, mais qui est en lien avec sa formation, enfin, avec son activité. Je m'entends bien, d'accord? Il existe un crédit d'impôt plafonné à 40 heures, mais qui existe et qui permettra donc de venir soutenir votre dépense de formation. Il existe aussi des exonérations d'impôts spatio-temporels. Donc, pourquoi spatio-temporel? Spatio en fonction des zones, d'accord? Donc, ce qu'on appellera tout ce qui est les ZFU, les ZRR. Donc, c'est des mesures fiscales incitatives qui vous poussent à créer votre structure dans un endroit précis, d'accord, pour développer l'activité, donc spatio, et temporel, parce qu'elles peuvent durer entre 1 et 5 ans. Par exemple, la CFE, vous pouvez être exonéré de CFE pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou vous pouvez être exonéré d'IS pendant 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ans. Voilà. Donc, ces exonérations spatio-temporelles, elles sont précises et en fonction de votre localité, d'accord, et de votre activité, vous pouvez y bénéficier. Lorsque nous faisons la création d'entreprise, on envoie un lien spécifique pour pouvoir, à chaque créateur d'entreprise, mettre son adresse du siège social et voir avec quoi il va pouvoir jouer en matière de fiscalité. Est-ce que la formation doit être Calliope dans ce cas ou pas spécifiquement? Non, pas spécifiquement pour la formation. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation avec agrément. C'est vraiment une formation d'un organisme de formation, soumis ou pas à la TVA, d'ailleurs, d'accord, mais il faut que ce soit avec une vraie facture et une réalité. Et d'ailleurs, le crédit d'impôt, il est équivalent à 40 heures, donc il faut faire plus de 40 heures de formation ou moins, mais le budget maximum d'heures, c'est 40 heures, et vous faites 40, enfin le nombre d'heures, fois le taux horaire SMIC de l'année de réalisation. Donc, techniquement parlant, si vous voulez faire une formation, là, vous êtes en septembre, si vous voulez vous la faire et que vous êtes sur un exercice long, il vaut mieux la faire à partir du 1er janvier, quand le SMIC aura augmenté. Vous pourrez vous faire rembourser, enfin, vous pourrez avoir un crédit d'impôt un peu plus conséquent. Voilà. Vous voyez, c'est pareil, dans la fiscalité, il y a des astuces temporelles entre, tiens, mieux vaut acheter tel jour plutôt qu'un autre, parce qu'en fait, vous bénéficiez d'une exonération trimestrielle ou d'une augmentation du remboursement en fonction des cas. Les frais de formation. Alors, dans le crédit d'impôt, c'est juste la formation à proprement dit. Par contre, les frais d'hôtel, de restauration ou de transport, ce sont bien évidemment des frais admissibles en lien avec la structure.
Des avantages indéniables pour certaines activités, transport, service à la personne. Alors oui, vous voyez par exemple, quelqu'un qui fait une activité de transport, il va pouvoir récupérer la TVA déductible qui est liée à l'achat de son véhicule, de tourisme ou utilitaire, ou du camion. Par contre, quelqu'un qui est en prestation de conseil ne peut pas récupérer la TVA sur le véhicule de tourisme. Donc, vous voyez, donc, il y a vraiment un avantage par rapport à l'activité du domaine du transport. Pour ce qui est service à la personne, il bénéficie soit d'un taux de TVA réduit, d'une part, d'accord, et de deux, de la possibilité de faire bénéficier aux clients d'une réduction d'impôt. Et donc, l'administration fiscale vient soutenir l'activité du service à la personne via la possibilité aux particuliers d'obtenir un crédit d'impôt. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment des avantages mis en place par l'administration fiscale pour soutenir certains pantans d'activité. La TVS, c'est une taxe sur les véhicules de société. Elle n'est pas applicable pour les activités de transport. Mais pour les activités, par exemple, de conseil ou dans le bâtiment, si c'est un véhicule de tourisme, donc véhicule utilitaire, rien à voir, mais véhicule de tourisme, eh ben, ils vont payer cette taxe sur les véhicules de société. Donc, vous voyez, en fonction de votre activité, vous bénéficiez d'un corpus fiscal spécifique, avantageux dans certains cas. Voilà, et crédit d'impôt envers le client, c'est ce que je vous disais pour la partie service à la personne. Pardon. Hop, les possibles financements. Donc, sur cette pantan-là, je vais bien évidemment dire à Jean-Sébastien d'être en alerte et de me dire si ça peut répondre à ces questions. Première chose, un site de référence, Place des entreprises. Donc, j'ai intégré un lien sur la slide, mais vous pouvez regarder Place des entreprises, un site qui a été mis en place par l'État pour les créateurs d'entreprises, qui est une merveille en termes d'informations, de numéros, de contacts, d'adresses pour solliciter en fonction de votre business et de votre localité. Et des conseillers qui peuvent ainsi vous accompagner pour trouver un prêt, une garantie ou un financement participatif. Comprenez bien, ce sont généralement des fonctionnaires ou ce qu'on appelle des contrats privés d'État qui sont là et leur job, c'est de vous aider. D'accord? Gracieusement, en plus. Donc, c'est des fonctionnaires qui sont là pour vraiment vous aider. Donc, il ne faut pas hésiter. Première chose. Deuxième chose, création d'entreprise, les alternatives du prêt bancaire. Donc, le prêt d'honneur, Initiative France ou Réseau Entreprendre, ou l'ADI, qui vous fournissent un prêt d'honneur. Donc, vous passez devant un comité par rapport à votre business. Donc, il va falloir généralement, sur ces alternatives, prêt d'honneur, microcrédit, financement participatif, non, incubateur non plus, mais les deux premiers, il va falloir réaliser un business plan. Un business plan, c'est quoi? C'est la matérialisation de vos idées sur un document papier, ou un PDF, mais sur un document papier qui va permettre de pouvoir exposer vos idées de business, la volonté que vous voulez créer votre société, les chiffres, d'accord, et une visibilité sur le long terme. Peut-on bénéficier d'une ouverture du prêt d'honneur en cas d'ouverture d'une franchise? Enfin, là, moi, à mon sens, Bruno, rien ne l'interdit. Après c'est des dossiers à monter et à solliciter. Par exemple, je sais que le Loiret, d'accord, tout récemment, j'ai vu passer un dossier de prêt d'honneur, enfin de prêt d'honneur sur l'initiative Loiret, sur un business d'ouverture de franchise, de restauration de mémoire. Donc, le système de franchise n'est pas un blocage. Et comme le dit Edouard, Keobis peut vous accompagner dans la réalisation de votre business plan, d'accord? Donc, une projection chiffrée et motivée sur 3 à 5 ans. Okay. C'est une mission qu'on réalise et qui est assez demandée finalement en création d'entreprise pour obtenir soit un prêt bancaire, mais aussi d'autres choses. Le microcrédit, l'ADI, A-D-I-E, donc c'est un organisme aussi qui est là vraiment pour vous aider à obtenir des fonds. Qui verse ce prêt? Généralement, alors, il faut savoir qu'en termes de prêt, vous avez donc plusieurs niveaux de versement et c'est pour ça qu'il faut demander à plusieurs niveaux. Vous avez la ville, et oui, la ville peut vous aider, peut vous verser des prêts d'honneur ou des subventions. Vous avez le département, la commune, département, région. Voilà. Donc, en fonction des demandes d'aide, vous allez pouvoir en solliciter pas mal. Donc, ça ne veut pas dire que si vous recevez de la commune, ça ne veut pas dire que la région ne va rien vous verser. C'est vraiment décorrélé. Et c'est en fonction de votre business surtout, en fonction de votre activité.
et comment vous la justifiez et la motivez. Donc, n'hésitez jamais. En fait, comme je dis souvent, ça ne pêche rien de demander, en fait. Et notre aide, c'est de savoir vous demander. Voilà. Hop. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Sébastien. Il y a vraiment, donc il y a la CCI, il y a le CFE, il y a vraiment des institutions qui sont là pour aider à accompagner au montage de dossiers et à faciliter l'obtention. D'accord? Et généralement, ils ont besoin d'une documentation chiffrée et c'est notre force de pouvoir accompagner sur ça. Et bien évidemment, de la documentation technique avec les statuts ou autres. Et existe-t-il des aides pour les femmes d'entreprise? Isabelle, bonne question. De mémoire, il n'y a pas d'aide spécifique pour les femmes, mais par contre, il y a des réseaux de mentorat qui existent aussi. Il y a des réseaux comme Entreprendre au féminin, qui sont des réseaux qui accompagnent spécifiquement les femmes dans la réalisation de leurs projets. Voilà. Hop, pardon. Hop. Le financement participatif, je l'ai mis. Alors, il faut savoir que c'est quoi le financement participatif. C'est le fait de pouvoir exposer votre projet et de demander à des particuliers de mettre de l'argent, d'accord, pour vous pousser. Donc, ça existe. C'est assez commun, ça marche pas mal. Je crois de mémoire, en lien, il y a Udul, je crois. C'est en fonction de vos projets et vous allez pouvoir avoir certaines personnes qui vont vouloir mettre de l'argent dans le pot commun juste pour vous soutenir. Alors, généralement, il y a une contrepartie, mais plutôt des goodies, plutôt des t-shirts. Enfin, entre ce que vous allez recevoir et ce que vous allez avoir comme coût, c'est assez neutre. Par contre, il y a des commissions. Et les incubateurs, comme le disait tout à l'heure, je n'ai plus en tête la personne, mais qui parlait de Technopole, il y a aussi des incubateurs qui sont là dans vos régions, dans vos communes, d'accord, et qui sont vraiment encadrés pour vraiment vous faciliter sur votre création d'entreprise. En cas de prêt participatif, non, ce n'est pas une ouverture de capital, Bruno. Un prêt participatif, c'est des personnes qui vont mettre, quand vous dites prêt participatif, vous parlez de crowdfunding. Le crowdfunding, c'est j'ai un projet à vous exposer, je vous sollicite pour mettre du pot commun, vous aurez une rétribution en termes de goodies ou autre, mais vous n'entrez pas dans le capital. Pour les VTC, oui, il y a une aide spécifique. Il y a une aide spécifique sur les véhicules électriques qui existent, pour info, Simone. Donc, vous pouvez avoir un crédit, un remboursement ou une subvention finalement d'achat sur un véhicule électrique. Je n'ai plus en tête le montant, mais lorsque l'achat est fait, il faut que cette demande doit être faite dans l'année qui suit l'achat. Année civile, pour être précis. Je terminais et voilà, Edouard. Si on a un peu dépassé, mais bon, on a commencé à. On peut dépasser le temps, mais s'il y a quelques questions. Vraiment désolé, hein. Je parle. Vraiment, je m'excuse. J'espère que ça vous aura été utile, mais ce webinaire, je le rappelle, il a pour but de mettre le pied à l'étrier sur ces questions-là. Le but étant bien sûr de pouvoir aller beaucoup plus loin lors d'un rendez-vous téléphonique ou d'un rendez-vous même en physique dans nos locaux à Paris. Donc, je vous ai remis le petit lien de mon calendrier, donc mon agenda pour que vous puissiez prendre rendez-vous directement. Je vous ai mis également notre numéro de téléphone pour que vous puissiez nous contacter s'il y a des questions qui persistent après ce webinaire. Alors, bien sûr, Jérémy, c'est vous qui restez maître à bord. Si vous bénéficiez de l'ARS, mais que vous souhaitez en un coup vous verser du salaire puisque votre entreprise de PME marche bien et vous souhaitez ne plus être dépendant de cette aide, ça ne pose aucun souci. N'est-ce pas, Hervé? Tout à fait. Et Jérémy, je vois vos questions ou autres. Juste pour vous, très simplement, le calcul sur les aides d'allocation chômage se fait annuellement. Donc, en fait, ils font un calcul sur ce que vous allez déclarer à la fin. Donc, ce n'est pas du décalage de mois. Mais il faut mieux se verser sa rémunération après que ses droits soient éteints. Toutes ces questions d'ARE, d'ARS, d'ACRE, tout ça, comme le dit Edouard, ça nécessite une réponse spécifique en fonction de chaque cas et ça nécessite de vous avoir au téléphone et de discuter pleinement dessus. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous les participants. Vous allez recevoir un mail avec la présentation. Vous aurez les liens qu'Hervé a mis et n'hésitez pas,
je vous remets même si certains d'entre vous ne sont pas disponibles pour un rendez-vous téléphonique ou même un rendez-vous visio, je vous mets également mon adresse email qui vous permettra de m'adresser vos questions par mail également. Voilà. Et moi, mon dernier point pour tout le monde, si vous avez été content de ce webinaire, n'hésitez pas à revenir vers nous, à communiquer sur les réseaux. C'est vraiment une volonté de notre part de pouvoir aider le maximum de créateurs d'entreprises. Pourquoi? Parce que c'est ma vision. Si on vous aide aujourd'hui, vous allez pouvoir grandir et on va pouvoir vous accompagner. C'est ça mon vrai but en fait, c'est de pouvoir aider les gens. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Très bonne soirée tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.